Eh bien, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux vraiment de vous retrouver aujourd'hui autour de ce e-débat organisé par le Conseil national des barreaux dans le cadre de la présidence française pour l'Union européenne et sur le thème en particulier de la sortie de crise et l'uniformisation par le droit des affaires qui nous a beaucoup occupé ici au Conseil national des barreaux puisque nous sommes arrivés à faire voter une résolution à l'unanimité sur un sujet qui n'était pas totalement acquis d'avance. Alors, la question de l'uniformisation par le droit, le développement économique par le droit nous passionne tous. Euh, Ce qui est clair, c'est que les citoyens ne se rendent pas toujours compte que il existe d'ores et déjà, ils sont soumis à des règles communes considérables, d'abord par la barrière douanière, puis si on prend toutes les activités réglementées, banque, assurance, fonds d'investissement, des règles uniques en matière de solvabilité, de représentation des actifs, en matière de TVA, les règles en matière de concurrence et de droit de la protection du consommateur. Et donc, quelque part, les Européens sont déjà soumis, je ne parle pas du RGPD, à des règles communes tout à fait considérables. Mais il y a sans doute une tranche du droit qui avait été un petit peu oubliée, qui est celle qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est celle du droit de tous les jours, c'est celle du droit du marché qui fait qu'on peut exercer sa liberté d'établissement sans avoir à être confronté à 27 réglementations du droit de bail, du droit de la caution, du droit de la garantie, etc. Et c'est donc la préoccupation qui nous concerne aujourd'hui, qui est de savoir si ce marché unique pourrait se compléter par une uniformisation du droit en vue de faciliter le développement économique et donc une facilitation de l'implantation des entreprises. Et on pense en particulier aux PME dans l'ensemble des autres États membres. Je précise que ce qui est original également et séduisant dans ce projet, c'est qu'il ne cherche pas à uniformiser la réglementation de 27 États membres, mais à l'inverse de créer un deuxième étage de droit, en quelque sorte, que les parties pourraient décider de retenir sur option, ce qui est un mécanisme tout à fait intelligent et subtil, puisque ça évite d'avoir à chercher à créer un droit unique en fusionnant 27 droits nationaux, mais à l'inverse de créer un droit nouveau, un peu à l'instar de ce qui a été fait notamment en matière d'OHADA. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons un panel de grande qualité puisque, et je vais commencer par l'ordre d'apparition des thématiques, donc la parole sera donnée en premier lieu à monsieur Fekl sur la question des atouts de l'harmonisation juridique en droit des affaires. Alors monsieur Fekl, vous êtes invité aujourd'hui en votre qualité de membre du comité exécutif de la CPME, mais vous avez antérieurement et exercé beaucoup de fonctions. Alors, vous êtes connu pour avoir cette double nationalité franco-allemande qui vous donne en principe le double regard et la double intelligence. Vous êtes ancien député, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, mais vous êtes aussi ancien secrétaire d'État en charge du commerce extérieur. Et donc, à ce titre, vous avez été particulièrement sensibilisé à ces questions de ce qui peut faciliter le commerce extérieur français. Nous aurons ensuite une intervention d'un économiste, donc Monsieur Vincent Asselineau, sur les bénéfices économiques de l'harmonisation par le droit des affaires. Là, la thématique est plus celle d'une histoire de l'économie et d'une projection et d'une conviction qui est le droit et l'harmonisation du droit est un vecteur de développement économique. En priori, on le sait, mais c'est l'occasion de se remobiliser autour de ce thème. Et donc, Monsieur Ossiliou a toutes les qualités pour intervenir, puisqu'il est chef du département économie de France Stratégie. Il a également eu des responsabilités au sein de cabinets ministériels. Il a travaillé à la Commission européenne et il est docteur en sciences économiques de l'Université de Montpellier. Et donc, puisque nous sommes à Montpellier, on va continuer avec donc Madame la députée Valérie Gomez-Bassac, qui est avocate et enseignante, mais désormais donc élue d'une circonscription du Var et qui s'est fait notamment connaître par ce très beau et très épais rapport de 2019 sur la problématique donc, du Code européen des affaires. Voilà. Et donc, Madame la députée, je vous remercie infiniment de votre présence, surtout qu'on s'est dit ce matin qu'en tant que membre de la Commission internationale de l'Assemblée nationale, vous auriez peut-être d'autres priorités.
Mais je sais votre attachement à ce projet. Et puis nous terminerons par Anne-Laure Hélène Desilouz, donc qui est avocate également et spécialiste de droit de la concurrence. Et elle rentrera un petit peu plus, le rôle d'Hélène sera de rentrer un peu plus dans le dur, c'est de partir des avant-projets existants et d'en soulever les mérites, les forces et les faiblesses. Et donc, elle intervient en particulier sur 3 sujets qui sont la société européenne simplifiée, l'avant-projet sur le droit du marché et le commerce électronique. Voilà. Alors, vous avez chacun 15 minutes qui vous ont été allouées, vous en faites ce que vous voulez. Et bien sûr, l'idée, c'est que si l'un d'entre vous veut poser une question, je pense que l'objectif, c'est que ce soit le plus libre possible, bien sûr. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de passer tout de suite la parole à Monsieur Fekl, que nous accueillons aujourd'hui, donc, qualité de représentant de la CPME. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier. Merci pour votre invitation, Madame la députée, mes chers consoeurs, chers confrères et chers Vincent Aussiou, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je veux d'abord, en très bref préambule, vous remercier une nouvelle fois pour cette invitation, saluer la mobilisation du CNB au niveau national comme au niveau européen sur ces sujets très importants, à la fois pour nos professions juridiques et pour nos entreprises dans leur ensemble. Et puis, puisque nous sommes à une heure particulièrement dramatique en Europe et dans le monde, je veux rappeler aussi, c'était devenu presque un peu galvaudé, mais que l'Europe et le droit européen sont des outils de paix et des outils de prospérité. Et c'est tout cela que nous devons avoir à l'esprit, y compris lorsque nous parlons de sujets qui peuvent paraître bien loin de tout cela, de sujets juridiques extrêmement concrets. Tout cela concourt à une œuvre supérieure qui est de garantir sur notre continent la paix et la prospérité pour tous les Européens. Alors pour venir maintenant au thème qui est à l'ordre du jour, vu de la perspective des petites et moyennes entreprises, évidemment la construction européenne a commencé par l'économie. C'est la méthode bien connue des pères fondateurs, celle des petits pas, consistant à créer progressivement des solidarités de fait à travers le rapprochement, l'harmonisation, l'intégration économique pour créer à travers cela un processus irréversible et rendre en réalité impossible tout affrontement. C'est l'origine des 4 libertés, c'est l'origine aussi des directives et règlements européens qui ont pour but d'harmoniser et de rapprocher autant que possible les systèmes juridiques européens avec la vision de créer un marché unique. Alors beaucoup a été fait de ce point de vue-là, la coordination des politiques budgétaires, la création d'une politique monétaire commune, le rapprochement des systèmes juridiques, des systèmes douaniers en particulier, vous l'avez rappelé, monsieur le Président, mais d'importantes disparités demeurent qui créent pour les entreprises des situations souvent très compliquées. C'est vrai en matière fiscale, avec la problématique d'ailleurs toujours de l'unanimité dans les processus de décision communautaire qui rendent singulièrement complexe l'harmonisation fiscale européenne. C'est vrai en matière de droit social également, et qui crée pour les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, des situations concurrentielles souvent insupportables et même fatales. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis c'est vrai en particulier en matière de droit des sociétés. C'est un sujet de surprise en réalité. On pourrait penser que l'Europe, qui est souvent décrite comme une entité purement économique, à tort d'ailleurs, ne se soit pas penchée davantage sur le rapprochement du droit des sociétés. Alors, les inconvénients de ces disparités sont nombreux. C'est d'abord un enjeu de compétitivité du marché européen. Il y aura une intervention spécifique là-dessus ensuite, mais c'est vrai que le marché européen, en particulier comparé au marché américain, au marché maintenant des grands émergents, qui sont d'ailleurs souvent très très émergés, reste fragmenté.
Et malgré le volontarisme sur le marché unique, beaucoup de spécificités nationales, pour certaines d'ailleurs parfaitement légitimes, créent un marché qui manque parfois de profondeur et qui rend plus compliqué l'élaboration de nouveaux produits, de nouveaux services par les entreprises. C'est dans exactement la même logique et pour les mêmes raisons un sujet d'attractivité pour les investisseurs étrangers qui, comme les opérateurs nationaux, se trouvent confrontés à une multiplicité de législations nationales. Et puis pour les petites et moyennes entreprises, c'est un sujet de complexité. Et je veux insister un peu ici, puisque vous m'y invitez, les petites et moyennes entreprises qui représentent environ 98% des entreprises en France et en Europe, hein, il faut toujours le garder à l'esprit. C'est un monde foisonnant, passionnant, avec des femmes et des hommes qui vraiment créent des choses extraordinaires, mais qui sont confrontés à des complexités qui peuvent sembler insurmontables. Contrairement à ce qui est le cas dans des grands groupes et parfois dans de grosses entreprises de taille intermédiaire, dans une PME, vous n'avez pas de direction juridique. Vous avez souvent aucune personne dans l'entreprise qui connaît en détail le droit, parce que c'est pas leur travail, c'est pas leur sujet en réalité. Ils sont là pour fabriquer, produire, inventer, mais pas pour être des juristes. C'est un problème de disponibilité en termes de temps également pour se pencher là-dessus, et ça peut être extrêmement anxiogène. Alors c'est vrai déjà au niveau national, mais quand vous comparez, quand vous mettez en commun une problématique européenne, vraiment ça peut sembler comme une montagne impossible à franchir. C'est des choses très concrètes, très basiques, très loin du droit, mais qui vraiment créent pour les entreprises des barrières importantes qui peuvent être des freins aussi pour se lancer à l'international. On a beaucoup de retours à la CPME de nos adhérents qui disent « Moi, si je ne vais pas à l'international, y compris en Europe, c'est parce qu'il y a trop de disparités, trop de différences, trop de difficultés d'accès au droit. Et donc, en fait, je n'ose pas y aller parce que toutes les problématiques que je peux avoir en France, problématiques d'impayés, problématiques de bonne compréhension du droit social applicable, de la fiscalité applicable, est démultipliée au niveau européen. Et donc, à partir de là, je préfère être sur des choses plus sûres et ne pas y aller. Alors, bien sûr, il y a eu des progrès très importants au cours des années passées hein, sur le rapprochement juridique. Je pense notamment au dispositif sur la société européenne. Là aussi, il en sera question plus tard. Alors, les dispositifs actuels sont en fait assez peu appliqués aux spécificités des PME. Et il y a un besoin là-dessus d'avoir pour les sociétés unipersonnelles une approche beaucoup plus unifiée au niveau communautaire. C'est une demande de la CPME qui a été réaffirmée à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Et il y a besoin de cibler les dispositifs sur les besoins spécifiques des PME. Mais Anne-Laure Hélène des Illouz en est une excellente connaisseur. Donc, encore une fois, il faut penser PME. Et il faut penser dès la préparation des législations aux besoins spécifiques et propres des petites et moyennes entreprises. Il y a eu des progrès sur les problématiques de détachement. Ça, pour les petites et moyennes entreprises, c'était vraiment un sujet de très grande préoccupation. Vous avez vu les polémiques, d'ailleurs, y compris dans le débat public, sur ce sujet en matière de transport routier, en matière de BTP, ou des concurrences, pour le coup, purement et simplement déloyales venues de certains pays, mais dans le cadre du droit européen de l'époque, ont beaucoup compliqué la vie et ont probablement coûté même la survie économique à certaines petites et moyennes entreprises. Là-dessus aussi, il y a eu énormément de progrès. Les choses sont encore perfectibles, mais je pense qu'à partir des 5, 6, 7 dernières années, la tendance quand même a été de comprendre que la problématique du détachement et le contournement de l'esprit des dispositifs des travailleurs détachés était d'abord un problème économique et était aussi un problème presque philosophique parce qu'il minait en réalité le sentiment d'adhésion au magnifique projet communautaire. Quand vous voyez que sur le terrain, il peut aboutir au contraire à ce qui était souhaité, ça peut favoriser évidemment la montée des sentiments anti-européens et la montée des sentiments extrémistes.
Il y a eu des progrès aussi sur beaucoup de sujets très concrets et importants pour les PME. Je pense au titre exécutoire européen, à la marque européenne, à l'assiette de TVA, à la reconnaissance mutuelle des jugements. Donc tout ça, pour les entreprises en général et pour les petites et moyennes entreprises en particulier, ce sont des faits positifs. Alors je veux en venir brièvement aux écueils qui peuvent exister en matière d'harmonisation avant de dire le plein soutien de la CPME au projet de Code européen des affaires et aux travaux de Madame la députée et de beaucoup d'autres sur ce sujet que vraiment vous portez à bout de bras et qui, vu du monde économique, est extrêmement favorable. Les écueils, c'est d'abord mais ce n'est pas du tout d'ailleurs ce que vous dites, Madame la députée, hein, mais certains peuvent le penser, c'est de croire à une harmonisation pure et simple du droit au niveau européen. Je pense que c'est un leurre. D'abord parce que la souveraineté nationale demeure sur certains sujets et est parfaitement légitime, parce que la problématique de l'unanimité sur tous les sujets ne sera pas réglée du jour au lendemain, qu'on le souhaite ou non. Et puis, parce que même en cas d'harmonisation, il restera toujours des problématiques de différence de réception de la norme européenne en droit interne. Je pense à 3 phases notamment. D'abord, la phase de transposition des directives. Dès lors que nous ne sommes pas sur des règlements, mais sur des directives, il y a toujours une marge nationale de transposition avec des risques de surtransposition, avec des risques qu'au moment de cette transposition, on réintroduise en fait des différences là où on souhaitait harmoniser. Il y a ce même risque dans l'étape de l'application de la norme européenne par les différentes administrations. Et puis, ce risque existe aussi dans l'interprétation de la norme par le juge et par la jurisprudence. Et là aussi, l'accès au droit communautaire pour les juges nationaux reste encore assez différent en réalité dans les différents pays et son application également. Donc ça, ce sont des points de vigilance parce que les meilleures intentions du monde peuvent se heurter à des moments très concrets sur des différences persistantes. Alors pour autant, il y a des perspectives fortes et très enthousiasmantes que la CPME soutient et que je pense le monde économique dans son ensemble a intérêt à soutenir. D'abord, l'initiative de code. Et merci, Madame la députée, pour votre engagement sur ce sujet. Il est porté depuis longtemps par des associations comme l'association Henri Capitan. Il y a des modèles. Monsieur le bâtonnier, vous avez parlé tout à l'heure de l'OHADA. Et c'est assez intéressant en réalité que ce soit l'Europe qui regarde du côté de l'Afrique pour transposer des pratiques qui sans doute ont été précurseurs là-bas. Il me semble que l'une des clés de succès de ce code que nous appelons de nos voeux et que la CPME a officiellement dans son document sur la présidence française de l'Union européenne appelé de ses voeux et soutenu, l'une des clés de succès donc, c'est pour convaincre nos partenaires, c'est de passer par la clé de l'accessibilité et de la simplicité. Pour convaincre, il faut montrer que ce code, c'est pas une lubie française de codification, c'est pas une approche napoléonienne du droit européen, pas du tout, c'est au contraire la volonté de créer un outil simple, de regrouper d'abord à droit constant les règles applicables aux entreprises dans un document bien structuré, lisible, facilement accessible, parce que ce que je disais tout à l'heure pour les PME, vraiment est un sujet de préoccupation très important. Il y a besoin de pouvoir connaître de manière simple les règles applicables, y compris les règles communautaires qui bien souvent sont éparses et complexes d'accès. Donc là, il y a un enjeu extrêmement fort. Et puis les perspectives au-delà de ce code, c'est de poursuivre le rapprochement en matière d'imposition des sociétés. Des progrès ont été faits, je l'ai indiqué, mais ils demeurent. Alors il y a la règle de l'unanimité, qui est bien sûr un facteur de blocage. Et puis, si vous me permettez de conclure sur une ouverture un peu loin du Code européen des affaires, mais qui me semble déterminante pour l'avenir, c'est que l'harmonisation du droit doit aussi se pencher sur les enjeux de demain dans un contexte de guerre économique ou en tout cas de tensions économiques croissantes. L'Union européenne doit se doter, comme elle a commencé à le faire, de dispositifs de réciprocité
de défense commerciale et de capacité à les activer très rapidement pour protéger ces opérateurs, ces entreprises grandes et petites, comme d'autres entités savent le faire, outre-Atlantique ou au contraire plus à l'Est. Et elle doit se doter aussi de dispositifs d'extraterritorialité en mesure de protéger ces entreprises. C'est vrai pour les petites et moyennes entreprises qui peuvent en avoir besoin, comme c'est vrai pour l'ensemble de nos opérateurs économiques. Voilà ce que je voulais dire pour contribuer à ce débat, en vous remerciant une nouvelle fois et de votre attention et de votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. En tout cas, ce que je retiens, c'est que vous faites état donc de la difficulté du constat par les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de direction juridique, que la complexité d'avoir à traiter le droit varié des autres États membres est un frein quand même. Donc ça, c'est important que vous le disiez parce que, comme je vous le disais, chaque fois que nous rencontrons les pouvoirs publics, ils nous disent que ce dossier pourrait être renforcé sur le terrain de l'expression de besoins. Et donc, je vous remercie de l'avoir formulé comme vous l'avez fait. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc je passe la parole donc à Monsieur Ossilou, où on va essayer de prendre peut-être un peu de recul et de perspective à la fois du lien entre droit et économie, et de savoir ce qui s'est passé, prendre un peu de perspective sur le passé, et puis d'essayer de projeter un peu d'avenir, et donc de voir comment ce code pourrait lui aussi s'inscrire dans un plan de développement économique. Monsieur Ossilou, nous vous passons la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Et donc, clairement, comme cela a été exposé par Matthias Fekl, il y a eu déjà beaucoup de progrès dans l'intégration du marché unique, et notamment depuis la mise en œuvre du marché unique donc en 1993. Les obstacles au commerce international ont été réduits au sein de l'Union européenne dans une proportion 40% plus importante qu'entre les pays de l'Union européenne et les autres pays, notamment de l'OCDE. Et cela conduit à un doublement de l'intensité du commerce entre les pays de l'Union européenne depuis cette période. Et comme le commerce international entraîne des gains de pouvoir d'achat par la baisse des prix, de la dynamique en termes notamment d'innovation, de productivité, la diversification des produits, des intrants. Tout ceci est favorable à la croissance des revenus de la population, et les études économiques ont mis en évidence que ce doublement de l'intensité du commerce entre les pays de l'Union européenne s'est traduit par une hausse du revenu par habitant de l'ordre de 10%. Donc, chaque ménage dans l'Union européenne, en moyenne, a un pouvoir d'achat 10% plus élevé grâce à l'intégration économique du marché unique. Des études montrent également que si on doublait cette intensité sur les prochaines décennies, les gains en pouvoir d'achat pourraient être de l'ordre de 14% également pour la population de l'Union européenne. Alors, comme cela a été dit, il y a une série de freins à cette intégration. On a encore une forte marge de progression, notamment, bien évidemment, on a beaucoup de réglementations nationales qui créent en fait cette complexité, notamment pour les PME. Lors de la mise en place de la directive service, il y a plus de 3000 réglementations nationales qui avaient été identifiées. Et dans le cadre de la directive service, c'était uniquement les réglementations qui étaient discriminatoires vis-à-vis des entreprises d'autres États membres qui ont dû être corrigées ou éliminées. Mais en fait, toutes les réglementations nationales très divergentes sont restées et créent en quelque sorte un obstacle fondamental du fait de la complexité pour donc les entreprises de les maîtriser,
Cela freine donc l'implantation, mais aussi les échanges au sein des différents pays de l'Union européenne. Et bien évidemment, un autre type d'obstacle bien identifié dans les études économiques, c'est aussi l'influence des régulateurs nationaux, qui peuvent être des autorités indépendantes ou bien une administration au sein d'un ministère. Et chaque régulateur développe ses propres pratiques, des régulations qui sont non codifiées, qui lui sont propres et donc mal maîtrisées, bien évidemment, quand l'entreprise n'a pas l'habitude de développer son activité dans le pays en question, alors que les acteurs nationaux connaissent bien ces pratiques. Et par ailleurs, il y a aussi, dans certains cas, dans certains pays, dans certains secteurs économiques, des relations de proximité qui se développent entre les régulateurs et entre les entreprises avec lesquelles ils ont affaire sur une base régulière. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des phénomènes bien connus et largement étudiés de capture du régulateur par ces entreprises avec lesquelles il est en contact très régulier. Et notamment, souvent, les plus grandes entreprises ont une influence car elles sont, disons, plus à même de défendre leurs intérêts. Et cela se traduit souvent par une trop forte proximité entre le régulateur et les entreprises qu'il est censé contrôler. Et cela constitue souvent une barrière à l'entrée sur les marchés pour les nouveaux concurrents, que ce soit des jeunes entreprises innovantes nationales, mais aussi, bien évidemment, des entreprises étrangères. Et même quand on a des directives européennes qui couvrent des champs importants de l'environnement des affaires, il y a, comme cela a été mentionné par Matthias Fekl, des phénomènes de surtransposition qui affectent la plupart des États membres. On s'en plaint souvent au niveau national, mais en réalité, on le constate dans tous les États membres. Et par ailleurs, l'absence d'une justice commerciale unifiée au niveau européen et surtout la difficulté de faire exercer un pouvoir de police dans un autre État membre que celui où la décision de justice a été prise représente en fait un facteur de fragmentation du marché intérieur. J'ai une décision de justice dans mon pays, mais simplement, comment je fais en sorte qu'elle soit mise en œuvre si la personne morale se situe dans un autre pays? C'est souvent très difficile et cela contribue à la fragmentation. Et du coup, ces risques et ces incertitudes contribuent à renchérir les opérations réalisées hors de son pays d'origine pour l'entreprise et elle se retrouve désavantagée par rapport à ses concurrents locaux. Et une autre source fondamentale, la quatrième de divergence dans l'environnement réglementaire, c'est notamment, comme cela a été dit, l'ensemble des règles qui s'appliquent non pas juste à un secteur, mais de manière transversale aux différentes étapes de la vie de l'entreprise et de ses relations commerciales. Et par ailleurs, du point de vue des conséquences économiques donc de cette fragmentation, cela ne se limite pas aux effets sur le commerce entre les pays européens et sur le développement des activités des entreprises au-delà juste de leur marché local, mais cela a des conséquences négatives également au niveau macroéconomique, en particulier pour les pays de l'Union européenne qui partagent la monnaie unique. Et là également, il y a eu pas mal de travaux d'économistes qui ont mis en évidence des conséquences absolument fondamentales d'une insuffisance de cette intégration économique. D'abord, bien évidemment, un déficit d'innovation, et ça se traduit par un déficit de productivité et donc un déficit de croissance et donc de pouvoir d'achat et d'emploi pour la population. Et on le constate de manière très visible dans le domaine du capital risque,
qui est l'un des vecteurs majeurs de renouvellement du tissu productif, de développement, bien évidemment, des innovations, notamment pour faire face à la transition écologique, aux grands enjeux sociétaux. Et clairement, l'Union européenne est en retard de ce point de vue-là, parce que donc l'écosystème des startups et notamment des fonds d'investissement sont encore trop organisés au niveau national et pas suffisamment à l'échelle continentale, contrairement à ce que l'on constate bien évidemment aux États-Unis, mais également en termes de taille dans d'autres pays comme la Chine. Et comme l'accès au financement est un aspect absolument critique pour aider le développement en taille des startups, qu'elles dépassent juste l'activité dans leur pays d'origine, et qu'elles se développent au niveau continental, et puis qu'elles, du coup, puissent aussi se développer à l'échelle mondiale, comme on l'a constaté avec, bien entendu, toutes les GAFAM et les équivalents sur d'autres marchés mondiaux. Et clairement, il y a un sujet, parce que là où les startups européennes ont du mal à se développer à l'échelle du continent européen en raison des coûts importants et des ressources qu'il faut mobiliser pour entrer dans un nouveau marché d'un autre État membre. Là, souvent, les startups européennes se font doubler par les startups américaines qui, elles, arrivent déjà avec une taille importante, avec des financements beaucoup plus importants et qui, du coup, peuvent mobiliser les moyens pour se développer à l'échelle des 27 pays de l'Union européenne, en prenant, disons, elles ont les capacités de surmonter les obstacles liés aux législations différentes et par ailleurs, donc, capacités financières beaucoup plus importantes. Et souvent, donc, des startups européennes à grand succès se sont vues finalement marginalisées par des concurrentes, notamment américaines, qui ont réussi à se développer au niveau européen beaucoup plus vite que les startups européennes. Et donc, clairement, il y a un enjeu absolument essentiel de ce point de vue-là. L'autre conséquence macroéconomique majeure également, c'est le fait que dans le cadre d'une union monétaire, quand on partage une monnaie commune, il est absolument essentiel que les pays en excédent d'épargne puissent investir dans des actifs productifs dans les pays qui sont en déficit d'épargne. C'est un phénomène qui permet de rééquilibrer notamment les déséquilibres de balance courante entre pays qui peuvent être, ces déséquilibres, lorsqu'ils sont importants, source de crises importantes au sein d'une union monétaire, comme on a pu le constater. Or, du fait du manque d'uniformisation du droit des affaires, les investisseurs dans les pays donc, qui sont en excédent d'épargne et qui pourraient aller investir dans les pays en déficit d'épargne pour soutenir, développer leur système productif et donc rééquilibrer ces déséquilibres, ils sont tout à fait réticents à aller investir dans des actifs illiquides comme donc des PME, des ETI, tout simplement parce que, et du coup, ils sont confrontés à une incertitude et beaucoup de risques quant à la défense de leurs droits. Et c'est ce qui s'est passé notamment à l'origine de la crise de l'euro, suite à la crise financière. L'Allemagne, par exemple, est un pays qui a des excédents courants très importants
il y a eu beaucoup d'investissements réalisés en Espagne, mais ces investissements se sont concentrés dans les crédits immobiliers et ont alimenté une bulle immobilière en Espagne qui a été à l'origine du coup de la crise également en Espagne quand les marchés financiers ont été absolument profondément bousculés. Et à l'inverse, aux États-Unis, cette intégration des financements des entreprises sur les marchés financiers par des investisseurs qui se situent dans l'ensemble des États fédérés a été un amortisseur important mis en évidence dans les travaux économiques de la crise financière, qui a fait que la crise financière a été beaucoup moins profonde et surtout durable aux États-Unis qu'en zone euro. Et clairement, il y a eu donc des avancées majeures sur notamment sur le droit des faillites au niveau d'intégration européen récemment, mais nous devons progresser sur le marché unique des capitaux de manière à ce que ces flux financiers donc rééquilibrent les déséquilibres qui sont toujours à l'œuvre au sein de l'Union européenne, notamment en termes de déséquilibre courant. Et là-dessus, il est donc essentiel de progresser sur le droit des affaires afin que les investisseurs d'un autre pays européen qui prennent des parts dans une entreprise soient certains de la manière dont ils seront traités dans le cas où l'entreprise se porte mal et qu'ils ne soient pas désavantagés par rapport à des investisseurs nationaux. Et ça serait vraiment un des vecteurs principaux à la fois, donc, comme je le disais, de croissance des revenus, de l'emploi, de la dynamique d'innovation, de renouvellement du tissu productif, de notre capacité à développer les entreprises, à les faire grandir pour faire face aux enjeux sociétaux dont on sait qu'ils sont absolument majeurs face à nous dans les années qui viennent, mais également pour éviter d'avoir à nouveau une crise financière comme on a pu la connaître en 2010-2011 au sein de l'Union économique et monétaire en raison des déséquilibres macroéconomiques entre pays. Ce sont des moteurs, des vecteurs de stabilité et de développement économique qu'il faut bien entendu continuer à encourager. Il y a eu déjà beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup de marge de progression. Merci infiniment, parce que je crois que vous étiez vraiment parfaitement, totalement dans le sujet. Je pense que votre intervention pourrait être utilisée dans de nombreuses autres cénacles. Mais alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, puisque vous avez travaillé à la Commission. Quelle est la perception par la Commission de l'intérêt exactement de tout ce que vous venez de dire pour faciliter l'investissement cross-border, c'est-à-dire entre États membres, de ce droit outil de simplification et outil de confiance également, si vous voulez, pour les investisseurs. Et donc, puisque ça, c'est supposé, comme vous avez expliqué, un coussin en quelque sorte, un amortisseur à toute crise économique et un vecteur de développement en phase de développement, quelle est la position de la Commission? Parce que la Commission pourrait se saisir de la question de l'uniformisation du Code européen des affaires, et j'ai compris qu'elle ne l'avait pas encore fait. Donc, quelles sont ces réticences et de quelle nature sont ces réticences et comment pourrait-on intéresser un peu plus la Commission à ce projet? Alors, il y a clairement une conscience très importante des enjeux que ça représente au sein de la Commission européenne. Ils savent que que ce manque, que cette intégration encore insuffisante est source donc de déficit de croissance et puis peut être également source de risques macroéconomiques, comme je viens de les exposer. Là, clairement, il y a une conscience très forte de ces enjeux.
la difficulté, bien évidemment, c'est que il y a eu une certaine réticence à se saisir du sujet du droit des affaires unique au niveau européen parce que donc ils anticipaient des réticences de certains États membres à unifier ce droit. Et donc, clairement, enfin, puisque les enjeux donc, touchent à beaucoup de sujets, qu'ils savent donc, bien évidemment, beaucoup d'États membres ne souhaitent pas qu'on touche à certaines réglementations nationales. Et donc, c'est là où la proposition d'avoir un droit supplémentaire qui est un choix en fait pour les pays et pour les entreprises de s'intégrer dans ce régime-là est vraiment la bonne manière de procéder, de montrer ensuite que c'est positif, que ça fonctionne bien, qu'il est de qualité, et ensuite on peut penser que par émulation en quelque sorte, les États membres vont finalement abandonner les textes qui sont trop spécifiques au niveau national et qui viennent freiner en fait les investisseurs étrangers notamment. Oui, mais enfin bon, en TVA, ils ont des règles uniques d'assiette, de taux. On peut même ne pas appliquer de taux réduit. C'est par exemple sur la juridictionnelle qui occupe depuis un moment. Donc, je veux dire, là, dans la barrière douanière, c'est pareil. Donc, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels, si vous faites de la banque ou de l'assurance, vous êtes dans un canevas réglementaire obligatoire. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a eu de ces abandons de régulation, en quelque sorte. Voilà. Je ne suis pas sûr que le droit de bail, la caution et autres soient plus sérieux ou plus graves. Hein. Tout à fait. Clairement, on a réussi à progresser dans l'intégration et à faire, notamment, on partage une monnaie commune. Hein, c'est une, c'est une harmonisation quand même très, très forte, très importante. Mais je crois que les freins au sein de la Commission, c'est plutôt la diversité et l'ampleur en fait, des sujets que ça concerne. Mais clairement, la Commission, par nature, est favorable à ce genre de progrès. Et d'ailleurs, c'est exprimé favorablement déjà quand, notamment, proposition de Mme Gomez-Bassac et la Commission s'y est exprimée favorablement, le président de la Commission à l'époque. Mais bien évidemment, il y a un peu toujours, quand on est face à des initiatives un peu complexes, ça prend du temps et il y a certains freins internes de la part des personnes qui redoutent en fait l'incapacité à la mise en œuvre et à convaincre la majorité des États membres. Et donc, c'est pour ça que la proposition de ne pas supprimer les droits nationaux, mais du coup d'avoir une couche supplémentaire et de faire le choix, c'est le bon moyen pour progresser, je pense. Monsieur Silou, merci infiniment. Vraiment, c'était très, très utile, très éclairant. Et je crois que ça nous mène tout de suite vers Madame Gomez-Bassac. Donc, alors, cet énorme rapport que vous portez depuis, où en est-il? Comment le faire avancer alors? Monsieur le bâtonnier, tout d'abord, merci pour cette invitation et un véritable plaisir que de parler une nouvelle fois de ce Code européen des affaires. Chers intervenants, chers confrères, alors je vais quand même rappeler un peu la genèse de ce rapport, donc, qui fait suite à un courrier que j'avais reçu du Premier ministre Édouard Philippe le 13 février 2019, qui faisait le constat que nous ne pouvions que voir l'absence justement d'un droit européen des affaires harmonisé qui puisse s'appliquer dans tous les États membres. Donc, à travers son courrier, il me demandait de travailler sur le périmètre des travaux, c'est-à-dire de mieux cerner le contenu d'un futur code européen
du droit des affaires, également de travailler sur la nature du projet, c'est-à-dire qu'il me demandait de voir s'il fallait vraiment faire un travail de codification à droit constant ou plutôt une approche nécessitant simplement des modifications législatives. Ensuite, il fallait que je présente différentes actions qui pouvaient permettre justement l'élaboration de ce code et enfin de présenter un calendrier. Donc, c'est ce que j'ai fait à travers différentes auditions qui ont été menées en Italie, en Irlande, en Allemagne, en Belgique, en Hongrie, en France et où j'ai pu auditionner de nombreuses personnes. Alors, tout d'abord, des juristes, que ce soit les professeurs Delbecq, Dupichot, Cabriac, Vogel, la Fondation du droit continental, la Fondation Robert Schuman, l'association Henri Capitan. Mais il est essentiel pour moi également d'auditionner différents acteurs. Sans ordre, hein, je vous donne les principaux, c'est-à-dire la Chambre de commerce internationale, la Chambre de commerce de Paris, le CNB évidemment, la CPME évidemment, le MEDEF, la Banque de France, la Chambre des métiers, les experts comptables et notaires, l'association pour l'unification du droit en Europe. Donc, plus qu'un rapport m'appartenant, ça a été vraiment un travail collectif qui a été mené et qui m'a permis justement de voir tous les enjeux. C'est-à-dire, tout d'abord, de voir que ce n'était pas impossible, que ça existait, de voir aussi pourquoi il y avait eu des échecs dans le passé, de travailler sur ces échecs et de voir ce que l'on pouvait envisager. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, ça existe donc au niveau de l'OHADA pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ça existe aussi aux États-Unis puisqu'il y a une codification commerciale privée qui concerne l'ensemble des États américains. Et pour l'Union européenne, jusqu'à présent, cela n'a pas été possible. Donc finalement, le constat, c'est que l'absence de marché unifié européen, puisque force est de constater qu'il existe autant de marchés que d'États, finalement, les entreprises européennes qui veulent exporter ou investir dans les autres États membres sont souvent obligées en pratique de vérifier, de confronter leurs actes aux différentes législations. Il y a aussi un autre constat, c'est que certes, il existe une société européenne, mais qui n'a pas eu le succès escompté pour différentes raisons, parce qu'elle s'adresse surtout aux entreprises très importantes de par les conditions qu'elle impose. Bon, je ne reviendrai pas dessus, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il faut vraiment garder à l'esprit que ce Code européen des affaires doit avant tout s'adresser aux petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises qui sont vraiment notre force économique et notre espoir de croissance. Si on veut que cette croissance perdure dans le temps, il faut donner les moyens à ces entreprises de pouvoir s'emparer du marché européen. J'ai donc aussi travaillé sur l'échec de la société privée européenne qui, je pense, était plutôt dû à une histoire de timing. C'est-à-dire, je pense que les États n'étaient pas encore prêts à avoir cet outil commun. Il y avait des réticences de la part de certains professionnels dans certains États. Et je pense que le moment n'est plus le même. Et c'est ça qui est important, c'est que si on doit avancer au niveau de ce Code européen des affaires, c'est maintenant. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit que ça commence vraiment à intéresser tout le monde. Je vois que les politiques essaient de s'emparer du sujet et j'en suis évidemment ravie parce qu'il faut le faire maintenant. Non seulement parce que nous sommes au niveau de la présidence du Conseil de l'Union européenne, mais également parce qu'il y a une vraie dynamique qui nous permettrait, je l'espère, en tout cas d'avancer. Sans revenir en détail sur le contenu du rapport, j'ai en fait travaillé sur plusieurs axes, c'est-à-dire que je pense qu'il faut passer par un travail de codification, compilation. Ces termes ne m'appartiennent pas, mais sont l'essence du travail du professeur Cabriac, de travailler sur une codification-compilation qui permet justement de voir les contradictions, les incertitudes, les incohérences au niveau des différents droits. Ça permet aussi de mettre en exergue les droits sur lesquels on peut intervenir rapidement, efficacement, parce qu'il n'y a pas trop d'avancées, donc pas trop d'opposition, des droits récents. Et ensuite, une phase de codification-modification, c'est-à-dire justement de créer de nouveaux droits dans certaines branches de droit. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, puis nous avions quand même déjà échangé. Je pense que de parler d'un code européen des affaires qui s'appliquerait demain à tous, partout, et que ce soit l'unique choix, je pense que ce n'est
pas réalisable, même si ce serait un vœu, hein, mais ce n'est pas réalisable parce que nous sommes tous attachés à nos droits. Et en tant que juriste, en tant que maître de conférence et en tant qu'avocate, je sais que de travailler, par exemple, sur le droit des obligations, c'est compliqué. En revanche, ce qui est intéressant, c'est plutôt de travailler sur les droits spéciaux. Et c'est en fait ce que je propose dans la conclusion de mon rapport, donc j'ai vraiment tout balayé, c'est le fait de proposer plutôt un package. Alors, vous parliez finalement d'un droit au-dessus ou d'un droit optionnel, pourquoi pas, mais en tout cas, peut-être pas sur toutes les branches du droit. C'est-à-dire, il faut se positionner du côté de l'entreprise. Quels sont les besoins d'une petite entreprise qui en France, qui souhaite s'installer en Italie, en Espagne ou ailleurs? C'est justement d'avoir les outils nécessaires. Il faut vraiment travailler en termes d'outils. C'est d'abord une forme juridique, une société qu'on peut appeler un peu sur le modèle de notre société par action simplifiée, qui serait européenne, c'est-à-dire une société assez contractuelle et plutôt contractuelle, de manière à laisser une grande marge de liberté. Et ensuite, dès lors qu'on choisit cette forme de société, de lui octroyer certains contrats, c'est-à-dire des conditions générales de vente, un contrat de bail, un contrat de prêt, un contrat d'hypothèque, qui serait en fait un package qui serait applicable dans tous les États et qui assurerait finalement une sécurité juridique, puisqu'en amont, nous saurions quelles sont les règles applicables dès lors qu'on a choisi cette forme juridique. Et pour moi, cela ferait vraiment preuve de souplesse et ce serait le plus réalisable. Et si cela fonctionne, on pourra étendre davantage. Alors, l'association Henri Capitan, vous l'avez cité, a fait un énorme travail sur certains pans du droit. Je pense que c'est une belle avancée et il faut continuer aussi en ce sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir une solution et écarter les autres. Il faut proposer un package qui, pour moi, est la solution rapide qui peut s'appliquer tout de suite, immédiatement, et dans le même temps, continuer à essayer d'aboutir à une harmonisation du droit des affaires, à une codification du droit des affaires, car nous sommes attachés à ce terme codification qui rassure, et le faire surtout, comme le fait l'association Henri Capitan, en associant les différents États. Suite à ce rapport, donc j'ai continué à pousser l'idée au niveau des différents députés européens qui sont concernés par le sujet, et l'écho est également favorable. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est repris et j'espère même que ça va m'échapper, car si ça m'échappe, ça veut dire que c'est passé au cran au-dessus, et donc ça serait une très bonne chose, et je travaille toujours en ce sens. Lorsque M. Clément Beaune, le secrétaire d'État, était conseiller auprès du président, il me recevait régulièrement justement pour échanger sur ces thématiques. Et aujourd'hui, donc étant secrétaire d'État, il est vraiment dans une dynamique où il est vraiment à l'écoute. Donc j'espère également de ce côté-là que ça va avancer. J'ai également des relais au niveau de la Commission européenne. Donc au niveau du portage politique, je suis plutôt positive et j'espère que cela va fonctionner. Donc, nous organisons différentes réunions, colloques, parfois d'ailleurs sous l'empreinte de la présidence du Conseil de l'Union européenne, justement estampillée présidence du Conseil de l'Union européenne, de façon à montrer qu'il y a une volonté de porter cette idée. Il ne faut pas faire peur non plus, c'est-à-dire qu'il faut rassurer nos différents partenaires pour leur montrer que c'est une solution pour faire de l'Union européenne un vrai marché unique, pour assurer aussi les 4 libertés auxquelles nous tenons tant et pour qu'elles puissent s'exercer sur le territoire, mais également pour faire face aux pressions économiques que nous avons de part et d'autre, c'est-à-dire des États-Unis et de la Chine. Et le seul moyen d'y répondre, c'est justement de donner à nos acteurs économiques les moyens d'exercer leur activité avec beaucoup, beaucoup plus de souplesse. Donc évidemment, il y a certains droits où ce sera plus compliqué, vous l'avez déjà dit, c'est le droit social et le droit fiscal, parce que nous avons chacun notre propre fiscalité, et parce qu'au niveau du droit social, par exemple en France, nous faisons un peu peur avec notre droit du travail. Donc c'est vraiment des choses qu'il faudra travailler ensemble, et c'est pour cette raison que je pense qu'il est essentiel que, quelle que soit la solution adoptée, en tout cas, nous restions pour le moment sur quelque chose d'optionnel, de façon à ce que ça puisse évoluer, s'adapter et surtout ne pas braquer les différents États. Donc, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Également, le fait que les personnes qui ont été auditionnées, je suis toujours en contact avec elles, je suis aussi
en êtes la preuve. Et je suis contente de voir que le rapport n'a pas été enfermé dans un placard, mais bien au contraire. Il sera peut-être pas pris tel que je l'ai rédigé, mais je dirais que peu importe. Le tout, c'est que ça puisse avancer. Et en ce sens, je vous remercie encore de l'organisation de ce colloque, de ce moment d'échange, parce que nous avons besoin de vous. Vous appliquez le droit, vous avez au niveau des avocats, vous avez comme clients des entreprises qui sont confrontés justement à la différence entre les différentes législations. Et il est important que nous montrions qu'il y a une vraie demande du terrain. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que ce code soit imposé par le haut, mais au contraire réponde à une demande du terrain, des entreprises, des avocats, des professionnels, des experts comptables, de tous les professionnels, pour montrer que dans une économie qui va toujours plus vite, il faut absolument répondre avec des moyens adaptés dans un temps très court. Et je pense vraiment que la priorité est là. Donc, en ce qui me concerne, mon engagement est toujours là. Je vais continuer à mobiliser toutes ces personnes et je réponds toujours présente lorsque je suis invitée, enfin j'essaye en tout cas, lorsque je suis invitée sur ce sujet, parce que ce qui est certain, c'est qu'il faut que nous continuions à en parler et à trouver la méthodologie idéale pour pouvoir faire et appliquer ce Code européen des affaires. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame la députée. Oui, je vous confirme que l'intérêt est vif. Je crois que tous ceux qui abordent cette question sont enthousiastes. Finalement, ce qui est frappant, c'est que c'est la complexité, la multiplicité des sujets, et donc la complexité. C'est ça, c'est la taille en fait qui fait peur. C'est tellement le fond. À la limite, parler de TVA ou d'impôt sur la consommation, c'était plus simple. Là, il y a tellement de choses à embrasser que je pense que les gens reculent face à la complexité du sujet. Mais en revanche, je pense que politiquement, il y a de plus en plus de clignotants qui sont au vert, quoi. Alors, tout à fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir Alors, j'ai toujours eu quand même une écoute vraiment attentive par rapport à ce sujet, parce que tout le monde se rend compte de cette nécessité, mais aussi un peu de retenue par rapport à la complexité. Vous l'avez dit, et on est bien placé pour le savoir, c'est-à-dire déjà, que mettons-nous dans le droit des affaires? Il y a beaucoup de matières. Donc, est-ce qu'il faut vraiment travailler toutes les matières en parallèle? Est-ce qu'il faut faire certains choix? C'est la première chose. Est-ce qu'il faut garder le terme aussi affaire? C'est la question que je me pose dans le code, parce que le mot affaire fait parfois peur. Et si on raisonne au niveau de l'Union européenne, on raisonnerait plutôt en termes d'activité économique. Est-ce qu'il faut parler d'un code des activités économiques? C'était également la question que je me posais. Et je me posais également la question de savoir s'il fallait un code. Et au final, je pense qu'il faut le terme code. Je pense que le terme affaire est plus clair pour tout le monde, et même si j'ai plutôt une sensibilité pour la notion d'activité économique. Et en effet, il faut déjà savoir ce que l'on peut retenir à l'intérieur, et c'est peut-être d'ailleurs de ce choix que dépendra aussi le soutien politique par la suite, parce qu'il va peut-être falloir faire le choix d'en mettre de côté certains, même s'ils sont essentiels, notamment en droit social et en droit fiscal, mais peut-être qu'il va falloir faire le choix de mettre certains droits un peu de côté, d'avancer sur des choses plus techniques et qui seront peut-être plus acceptées par tout le monde. Je parle notamment de la forme juridique et des différents contrats, et c'est peut-être en ce sens que nous avancerons plus rapidement. Oui, eh bien, écoutez, merci infiniment. Merci Et à vous. donc, ceci nous amène tout naturellement vers Anne-Laure Héléa Desinous, c'est-à-dire de rentrer un petit peu plus dans le dur du dur, donc de voir un peu les enjeux techniques, les complexités techniques. Et donc, avec Anne-Laure Hélène, on est convenu de retenir 3 sujets, et donc elle va bien vouloir traiter. Donc, le premier, c'est la société européenne simplifiée. Sachant qu'il existe déjà une société européenne retenue par Allianz, un certain nombre de grands acteurs allemands depuis de longues années. Donc, il y a une pratique, je dirais, de ces sociétés reconnues, dont les personnalités juridiques sont reconnues dans tous les États membres de manière identique. Et puis, un avant-projet consacré au droit du marché. Et puis, Anne-Laure Hélène a suggéré également de traiter de la question du commerce électronique. Voilà. Donc, on te passe la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous et merci beaucoup de m'avoir invité ce matin, ce qui me permet de reprendre, si je puis dire, ce sujet qui m'avait effectivement beaucoup animé lorsque j'étais membre, comme le président que tu es aujourd'hui du Conseil national des barreaux, et sujet qui me reste tout à fait à cœur, puisque effectivement, en tant que praticienne du droit des affaires et plus particulièrement du droit de la concurrence, je vois bien dans ma pratique quotidienne que c'est de cet outil que pourraient sortir certainement des avancées, des développements et donc du progrès économique, comme cela a été évoqué précédemment par notre économiste ce matin. Alors, je dirais qu'effectivement, on va parler un petit peu plus du dur, ou en tout cas de ce qui pourrait être des règles optionnelles, comme ça a été évoqué précédemment, puisque cet outil, ce code, ou peut-être que d'ailleurs, du fait de traduction, on appellerait ça des lignes directrices, un projet commun, on peut effectivement, je crois, parler et essayer de trouver une terminologie qui, de toute façon, pourrait avoir vocation à évoluer. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a déjà eu, par le travail qui a été fait par l'association Capitan, un état des lieux qui a été fait dans les différentes matières qui intéressent l'entreprise, qui est finalement celle-là qui nous intéresse aujourd'hui et que l'on cherche, si je puis dire, à accompagner en tant que praticien du droit dans ses besoins aujourd'hui au sein de l'Europe pour son développement économique. Et donc, parmi l'ensemble des sujets de droit qui ont paru plus particulièrement intéressants de travailler, il y a effectivement un corpus de règles, un cadre, si je puis dire, contractuel pour l'entreprise qui a été identifié comme peut-être insuffisant aujourd'hui dans les propositions, ou plus exactement dans les textes existants. Donc, on a rappelé, la société européenne, elle existe déjà, mais elle est finalement peu utilisée, en tout cas notamment en France, comme l'outil de création de l'entreprise, ou en tout cas de la petite ou moyenne entreprise. Et c'est pour cela que ce premier outil sur lequel l'association Capitan, qui, rappelons-le, était des groupes de travail à la fois de professeurs, donc de purs théoriciens, mais aussi de praticiens, de notaires et d'avocats, ont travaillé sur cette proposition. Et donc, pour en arriver à une proposition de société européenne simplifiée qui, comme l'a rappelé Madame la députée, finalement est, de notre point de vue, en tout cas de juristes français, assez proche de ce qu'est la société par action simplifiée, puisqu'il s'agit à la fois d'un cadre juridique pour l'entreprise qui naît, qui est très simple à mettre en œuvre. Elle peut d'ailleurs s'adapter à une société unipersonnelle ou pluripersonnelle, selon effectivement le souhait de l'entrepreneur ou des entrepreneurs qui souhaitent s'associer à ce projet. Ce sera une structure qui va proposer donc la responsabilité limitée de ces entrepreneurs, qui vont ainsi adhérer à un contrat commun pour la création de l'entreprise. Ce sera par ailleurs une liberté contractuelle très forte à travers la rédaction de statuts qui sont finalement sans vraie contrainte impérative, si ce n'est peut-être un capital social minimum de 12 000 euros, qui semble être un seuil minimum en quelque sorte pour donner de la crédibilité aussi à l'entreprise européenne simplifiée qu'on se propose effectivement de créer. Et puis aussi avec déjà une confrontation à la fois des règles si je puis dire, de création d'un siège statutaire, mais peut-être aussi d'un siège réel qui serait différent et qui permet donc, à travers une règle qui prévoit cette double finalement appartenance, là déjà de répondre à des préoccupations qui peuvent être celles justement de l'entrepreneur européen, et quelle que soit sa nationalité, ou
des entrepreneurs avec plusieurs nationalités qui se rencontrent et qui souhaitent avoir une pluralité finalement de centres névralgiques pour le développement de leur entreprise naissante. Et puis, je dirais, pour compléter ce qui a été dit précédemment, en revanche, un pragmatisme fort face à la nécessité d'utiliser ce qui existe aujourd'hui, par exemple en termes d'immatriculation. On va rester effectivement sur une immatriculation au niveau national, donc qui sera un choix au moment de la création de l'entreprise, mais bien sûr une immatriculation qui, même si elle est nationale, peut être accessible par tous et avec un accès peut-être simplifié, là encore, pour connaître l'identité de l'entreprise qui se sera constituée sous la forme d'une société européenne simplifiée et qui ainsi pourrait naître plus facilement, plus aisément, mais aussi selon un cadre commun partout en Europe, bien entendu, sur une base optionnelle et volontaire quant à l'adoption de ce cadre, puisque l'ambition du Code européen des affaires, à travers notamment cette proposition de société européenne simplifiée, c'est d'être un outil de simplicité, de lisibilité, mais aussi de rendre plus accessibles effectivement les outils juridiques à destination des PME pour leur permettre un développement dès leur naissance plus simple, plus rapide et donc plus efficace, plus dans l'accompagnement finalement de l'activité économique qui est naissante. Alors, ça avait été évoqué aussi également par Jacques Taquet. On ne cherche pas non plus à travers ce projet, cette ambition, à, je dirais, entamer la question de la relation sociale au sein de l'entreprise, et donc la société européenne simplifiée s'arrête dans son projet, si je puis dire, là où débute l'application du droit social et des règles qui vont effectivement construire la relation sociale au sein de l'entreprise entre les employés, les dirigeants, les actionnaires. On ne touche pas à cette partie-là qui reste effectivement, comme cela a été bien rappelé par Madame Gosset-Marsac, des parties, en tout cas des pans du droit, qui aujourd'hui ne sont pas matures pour une proposition, en tout cas dans le cadre de ce corpus de règles qui pourrait être intégré dans un code européen des affaires tel que ce projet est porté notamment par l'association Capitan, mais plus généralement, comme ça a été rappelé, c'est finalement une ambition, un projet porté par la société civile qui vient là proposer une solution complémentaire à l'ensemble du corpus de règles qui existe déjà. Et c'est d'ailleurs pour ça que, selon les domaines du droit, on vient d'évoquer la question de la société européenne. Selon les domaines du droit, je dirais la maturité et la sophistication du droit européen est tout à fait différent. Ce qui me conduit à m'intéresser désormais au droit du marché, où là, c'est un droit tel qu'il a été intitulé par le projet du groupe de travail Capitan, qui va plus loin que ce qui existe aujourd'hui, mais qui est très fort, qui est le droit de la concurrence et qui est ma matière de prédilection, puisque le droit de la concurrence est là, au contraire, je dirais, la quintessence d'un domaine du droit extrêmement abouti, extrêmement harmonisé, même s'il y a encore justement des pans qui ne sont pas encore harmonisés, notamment ce qu'on appelle le contrôle des concentrations. Donc, on a un corpus de règles très fort, mais néanmoins, comme le travail qui a été fait par le groupe d'experts l'a identifié, il reste encore des zones à améliorer, à clarifier, peut-être à accompagner, là encore, dans certains domaines de ce qui a été effectivement intitulé comme le droit du marché. Alors, le droit de la concurrence, je n'y reviendrai pas parce que c'est un droit, comme je vous le disais, très abouti. Donc, les propositions que
que fait le groupe de travail sont intéressantes, mais elles restent, on va dire, un peu plus cosmétiques. En revanche, on a des propositions tout à fait intéressantes, alors justement d'harmonisation un peu plus forte du contrôle des concentrations, qui n'est pas un ensemble de règles harmonisées, puisque c'est un ensemble de règles plutôt complémentaires entre le droit européen et le droit national. Donc, il y a des propositions à faire de plus forte, finalement, intégration, puisque le contrôle des concentrations, c'est extrêmement important dans la vie de l'entreprise. Alors, c'est la PME qui a grandi, puisqu'elle va faire l'objet soit d'une acquisition, soit elle va trouver des partenaires qui vont être des partenaires pérennes et auprès de qui elle va s'engager dans des entreprises communes ou autres. Voilà, c'est des opérations qui vont du coup être soumises à des autorités pour qu'on examine finalement l'impact qu'elles vont avoir sur les marchés concernés. Donc, c'est des règles de droit qui sont très importantes dans la vie de l'entreprise, notamment pour accompagner sa croissance. Et je dirais la lisibilité et la simplification, là encore, de ces règles peut être tout à fait intéressante comme option à ajouter au droit qui existe déjà aujourd'hui et qui est à la fois très fort et très solide. Et puis, on a effectivement d'autres pans du droit de ce qui est dans le droit du marché qui, là, pour le coup, pourraient faire l'objet peut-être, là encore, de façon un peu plus approfondie d'un corpus de règles communs qui serait notamment à travers effectivement ce qui peut exister ne pas exister en droit de la distribution comme des propositions optionnelles de contrats de distribution qui se basent effectivement sur des grands principes communs qu'on peut retrouver finalement dans les contrats qui sont déjà utilisés aujourd'hui par les entreprises, quelle que soit leur taille, et qui mériteraient en quelque sorte de ne pas nécessiter une mise, si je puis dire, au niveau national, dès lors que le réseau de distribution s'étend d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne. Alors, je crois que c'est ça l'ambition. Et sans rentrer plus dans les détails, un tel contrat de distribution, que ce soit pour un réseau de distribution sélective, pour un réseau de distribution plus intégré, c'est une ambition intéressante qui mériterait, me semble-t-il, que les travaux qui sont portés par Capitan puissent là aussi être intégrés et puissent effectivement apporter un plus pour la PME qui notamment fait appel effectivement à des relais au niveau national pour la distribution de ces produits. Alors bien sûr, ça ne s'est pas adapté à tout type d'activité économique, mais il faut bien reconnaître que ça reste l'activité de distribution, finalement d'intermédiation, une activité très forte pour le maillage finalement de l'activité économique et son développement au sein de l'Europe. Alors, je ne reviendrai pas sur d'autres pans du droit, puisque comme l'a rappelé Jacques Taquet, on s'était mis d'accord sur le fait que j'allais aborder le droit du marché, l'entreprise européenne simplifiée, et puis en dernier lieu, le droit du commerce électronique. Des travaux très importants, néanmoins, je les mentionne, ont été effectués aussi en droit bancaire et financier, comme en droit de l'insolvabilité, pour utiliser un mauvais si je puis dire, une mauvaise traduction de la terminologie anglaise, ce qu'on appelle, nous, en droit français, le droit des procédures collectives. Ce droit de l'insolvabilité, c'est un droit qui est lui-même effectivement en cours, qui a connu des évolutions très fortes sous l'influence d'un règlement communautaire. Et donc, du coup, là encore, les propositions qui ont été faites de complément sont plutôt des propositions un tout petit peu plus périphériques, mais qui seraient là justement pour accompagner à la fois côté créancier ou côté débiteur, l'ensemble des règles qui vont être désormais peu ou prou les mêmes au sein de l'ensemble de l'Europe. Alors, j'ai voulu juste évoquer en dernier lieu le commerce électronique, puisque pour le coup, c'est un droit qui est d'une maturité tout à fait différente par rapport aux deux autres domaines du droit qu'on a pu évoquer. La société, le droit des sociétés qui, effectivement, est finalement à une maturité intermédiaire, puisqu'on a des outils, mais qui n'ont pas été totalement, si je puis dire, qui n'ont pas été totalement
en tout cas, si ce n'est adapté, en tout cas, qui n'ont pas fait l'objet du succès qu'on pouvait escompter. Donc, une nouvelle proposition. Le droit du marché, qui est un droit déjà très mature, mais qui peut encore faire l'objet de nouvelles propositions un peu plus encore aidantes pour le développement de l'activité économique. Et puis, finalement, le droit du commerce électronique, qui, là, pour le coup, est beaucoup plus en retard en quelque sorte dans sa maturité. En revanche, qui aujourd'hui fait l'objet d'une attention toute particulière de nos institutions européennes et notamment sous cette présidence française aujourd'hui, puisque effectivement on est en plein trilogue sur cette trilogie de textes qui sont en cours de préparation, même en phase finale, qui sont le DMA, le DSA et le DGA. Donc aujourd'hui, finalement, des travaux qui ont été conduits notamment par l'association Capitan, qui sont un petit peu, on va dire, en attente de ce que donnera finalement de l'aboutissement de ces travaux-là pour le coup des institutions communautaires, mais qui ont d'ores et déjà, en quelque sorte, identifié, travaillé et qui pourront pointer demain ce qui finalement va être inclus dans ces règlements communautaires et ce qui ne le sera pas et ce qui donc méritera là encore peut-être de continuer à y travailler si d'aventure les outils communautaires qui vont être définitivement adoptés très prochainement n'apportent pas la réponse qui est attendue par les acteurs économiques que sont les PME. Et alors moi, dans ma pratique, si je puis dire, si ce n'est quotidienne, en tout cas très régulière, et comme ça avait été évoqué par Madame Gosset-Marsac, les entreprises, de quoi ont-elles besoin en termes de commerce électronique pour travailler tous les jours? Eh bien, de conditions générales d'utilisation, des conditions générales de vente qui peut-être pourraient faire l'objet d'une trame, d'un modèle qui serait intégré dans ce code européen des affaires et qui serait proposé à toute entreprise qui décide de développer son activité, notamment en ligne, pour pouvoir effectivement développer son activité économique. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, moi, chaque semaine, au sein du réseau du cabinet d'avocats auquel j'appartiens, eh bien, on procède finalement à la mise à jour, ou plus exactement à la vérification que chaque condition générale de l'entreprise, qu'elle soit italienne, espagnole ou allemande, est en conformité avec le droit national et effectivement va véritablement pas poser de difficultés à l'égard de sa mise en œuvre dans tel ou tel territoire. Alors peut-être qu'un travail effectivement on va dire, plus harmonisé permettrait de fournir un outil qui serait beaucoup plus efficace pour toute entreprise pour demain, effectivement, lui permettre de se développer beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement au sein de l'Union européenne sans toujours avoir à passer par des cabinets spécialisés pour développer ou pour ouvrir, en tout cas, des activités dans tel ou tel État membre. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je n'avais pas du tout l'ambition d'être exhaustive. En revanche, j'espère que je vous aurai apporté un éclairage de ce que, au quotidien pour la PME, le droit, le praticien du droit et donc cet outil que serait le Code européen des affaires pourrait apporter pour accompagner le développement de l'entreprise, qu'elle soit toute petite, moyenne ou un peu plus mature au sein de l'Europe, et pour effectivement être un outil de développement complémentaire au sein de notre belle Europe. Je vous remercie. Oui, merci alors Hélène. Merci beaucoup. Alors en effet, j'ai sous les yeux la proposition de version commune de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et pour en venir au fait que finalement le droit fiscal et le droit social restent d'application territoriale, il y a justement cette considération des Allemands sur le système de cogestion de le Mitbestimmung, qui est considéré comme évidemment important. Et donc, je crois que finalement,
en réfléchissant bien, le fiscal et le social ne peuvent être des freins à la création de ces structures, et que très vite, j'espère, on pourra avoir une société française de taille PME qui pourra s'immatriculer sous la forme d'une société européenne simplifiée dans le respect des règles de droit social et fiscal. Je le dis parce qu'au CNB, Assemblée Générale, par exemple, c'était typiquement une des questions. Les gens pensaient que dans les projets, on allait faire une espèce d'uniformisation par le bas du statut fiscal et social. Je crois que ce n'est pas le cas. Donc, profitons de ce séminaire pour le rappeler. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des paroles. Il est 11h30. Je ne sais pas si vous avez des questions les uns pour les autres. En tout cas, donc, si vous n'en avez pas, c'est vraiment à moi de vous remercier, vous redire la joie sincère qui était la mienne d'animer cette très très belle table ronde. Je suis sûr qu'il sera revu à de nombreuses reprises. Il y a beaucoup de contenu, voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis on va tâcher de se revoir sous une forme ou sous une autre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.